Alors nous avons vu dans les séances dernières la réglementation des obstacles non tarifaires qui ont une influence sur les importations. Maintenant, on va voir la réglementation des pratiques qui ont une influence sur les exportations. Et ce sont deux variantes, les subventions publiques et la pratique du dumping. Les subventions publiques et mesures compensatoires. Les subventions publiques et les mesures compensatoires sont réglementées par l'article 16 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947. Cet article a été développé dans le cadre d'un code durant les négociations du Tokyo Round en 1973-79. Mais ce code n'a été obligatoire que pour les pays qui ont accepté de le ratifier. Durant les négociations de l'Uruguay Round, c'est-à-dire 86-93, le code de 79 a été remplacé par un accord de 1994 sur les subventions et les mesures compensatoires. En vertu de l'article 1 de cet accord, où l'article 1 de cet accord définit la subvention comme suit. Une subvention sera réputée exister s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de toute autre forme de soutien des revenus ou des prix et qu'un avantage est conféré à celui qui en bénéficie. Toutefois, la subvention ne sera condamnable que lorsqu'elle est spécifique. Lorsqu'elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle vise certaines entreprises particulières. En ce sens que l'autorité qui l'accorde ou la législation en vertu de l'accord de laquelle la dite autorité agit limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention. Et ce sont normalement, ce sont les entreprises qui choisissent d'écouler leurs produits sur les marchés étrangers. Sur la base de ces précisions, l'accord de 1994 distingue trois catégories de subventions. Celles qui sont illicites ou prohibées, celles qui sont tolérées mais peuvent donner lieu à une action, et celles qui sont admises ou valides, c'est-à-dire qui sont autorisées. En vertu de l'article 3 de l'accord, les subventions prohibées ou interdites per se sont celles qui sont ou bien subordonnées au résultat à l'exportation ou bien subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, c'est-à-dire durant la production. Par exemple imposer à l'entreprise d'utiliser des matières premières ou du matériel local. Comme il se révèle de l'annexe 1 de l'accord, l'aspect où la subvention peut revêtir plusieurs formes. Ce sont des aides publiques, les aides publiques directes ou indirectes, les incitations ou les exonérations fiscales ou douanières, la fourniture de produits ou de services à des conditions avantageuses, des tarifs préférentiels de transport et de frais intérieurs pour des expéditions à l'exportation,
octroi de crédit à l'exportation à des taux préférentiels, c'est-à-dire à des taux bas. Garantie ou assurance de crédit à l'exportation, c'est-à-dire si l'entreprise a besoin de contracter un crédit auprès d'une banque, l'État le garantit. Alors voilà pour les subventions prohibées. Mais à côté des subventions prohibées, on trouve les subventions tolérées ou autorisées, c'est-à-dire la boîte verte. Ces subventions peuvent être contestées par les pays membres si elles portent atteinte à leurs intérêts commerciaux. C'est-à-dire qu'ils sont autorisés, mais à certaines conditions. Mais normalement, c'est très difficile que coexistent les intérêts du pays qui subventionne ces entreprises exportatrices et les intérêts des autres pays. C'est très difficile à concilier ces intérêts. En tout cas, aucun membre ne devrait causer, en recourant à de pareilles subventions, des effets défavorables pour un autre membre, notamment causer un dommage important à une branche de production nationale d'un autre membre. Par exemple, un État qui se contente pour répondre aux besoins de la consommation nationale à l'importation d'un produit, mais elle décide de créer une entreprise qui produit ce même produit. Dans ce cas, il va influencer ou il va causer certainement un préjudice à l'autre pays fournisseur. Annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement pour d'autres membres du GATT 94, les concessions tarifaires consolidées par exemple. Mais le préjudice se manifeste d'une manière claire en cas de détournement du courant d'échange, comme nous l'avons dit, de perdition des prix ou d'un accroissement de la part du marché détenu par le membre auteur de la subvention. Les subventions validées, la troisième variante des subventions, les subventions validées ou licites, ne donnent pas lieu à une action anti-subvention. Il s'agit en effet du financement public de la recherche menée par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur, des aides aux régions défavorisées ou certains types d'aides accordées pour adapter les installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales, c'est-à-dire les aides pour préserver l'environnement. Mais tout programme de subvention de cette nature doit être notifié au comité de subvention. Mais pour lutter contre les subventions illicites, nous avons deux moyens légaux. Ou bien l'imposition unilatérale d'un droit compensateur par le pays importateur lésé, après une enquête. L'imposition unilatérale d'un droit compensateur par le pays importateur lésé après une enquête, ou bien l'application de contre-mesures dans le cadre de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Alors nous avons deux procédures, une unilatérale, c'est-à-dire il est mené par l'autorité compétente de l'État, et nous avons la deuxième possibilité ou la deuxième procédure, c'est-à-dire de recourir à l'ORD pour régler le litige. La procédure unilatérale se déroule en trois phases principales. La première est celle de la détermination de la recevabilité à agir de la partie requérante par l'autorité nationale compétente, c'est-à-dire est-ce qu'il est
est-ce qu'il a droit à présenter une requête contre les subventions pratiquées par les autorités publiques de l'entreprise subventionnée. En effet, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de la subvention alléguée ne peut être ouverte que sur demande présentée par écrit, par la branche de production nationale. La branche de production nationale, ça dépend des secteurs. Le secteur, par exemple, le secteur du textile est une branche nationale. La construction des voitures, la sidérurgie, les produits électroniques, etc. Ce sont en effet, ce sont le degré de l'effet. La subvention alléguée ne peut être ouverte que sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale. Ceci étant, la demande d'ouverture d'une enquête doit comprendre des informations précises sur le produit dont on prétend qu'il est à l'origine de la subvention et l'identité du pays producteur et exportateur, des éléments de preuve suffisants sur l'existence, le montant et la nature de la subvention en question. Si après examen, l'autorité compétente juge suffisamment convaincant les éléments préliminaires de preuve fournis par la branche de production nationale, elle annonce l'ouverture de l'enquête. Et on se trouve ainsi dans la seconde étape de la procédure anti-subvention. Celle-ci doit s'accomplir dans un délai maximum de 18 mois. Cette étape a un caractère quasi judiciaire. Il y a une opposition entre le demandeur et le défendeur. Elle se marque par la confrontation de la thèse de la partie requérante et de celle de la partie défenderesse. Dans ce cadre, l'autorité chargée de l'enquête doit, pour déterminer l'existence d'un dommage, se livrer à l'examen de deux facteurs essentiels: le volume des importations subventionnées et leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, puis l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. L'autorité compétente doit ensuite démontrer qu'il existe un lien de causalité entre la subvention et le dommage subi. En effet, il se peut que des facteurs autres que les importations subventionnées soient à l'origine du dommage subi par la branche de production. La contraction de la demande, par exemple, la modification de la configuration de la consommation. Alors on arrive à la troisième étape qui peut s'achever par l'une des trois manières suivantes. Le rejet par l'autorité d'enquête de la requête de la partie plaignante si le montant de la subvention est minime, c'est-à-dire il ne représente par exemple que 1%, ou lorsque le volume des importations subventionnées ou le dommage est négligeable. La deuxième possibilité, c'est la conclusion d'un arrangement à l'amiable entre l'exportateur et la partie requérante. Si par exemple les autorités de l'État qui subventionnent l'entreprise prennent un engagement de ne pas le faire, alors l'affaire sera close. La troisième possibilité, l'autorité d'enquête peut établir un droit compensateur contre l'exportateur. Ce droit définitif ne doit rester en vigueur que le temps nécessaire pour neutraliser le dommage. Mais l'imposition de droits compensateurs ne représente pas dans certaines situations le moyen approprié pour se défendre contre les subventions dommageables. Et on est ainsi des aides publiques qui cherchent à promouvoir la production nationale pour répondre aux besoins ou à la demande intérieure, ou encore de subventionnement à l'exportation d'un produit qui a pour effet d'entraîner
d'entraver l'écoulement normal d'un produit similaire d'un pays sur le marché d'un troisième pays membre de l'OMC. Dans ce cas, seul le recours à l'ORD sera possible. Alors voilà pour les subventions publiques. Le second ou la seconde pratique qui influe sur les exportations, ce sont le dumping et les mesures anti-dumping. Le dumping, comme nous l'avons dit plusieurs fois, est réglementé par l'article 6 de l'accord général de 1947. Il a été modifié à 3 reprises. En 1967, dans le cadre du Kennedy Round, puis en 1979 dans le cadre des négociations du Tokyo Round, puis enfin dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round en 1994. Le dumping n'est pas prohibé per se, c'est-à-dire en soi. Il ne devient répréhensible que s'il entraîne certaines conséquences dommageables. Autrement dit, le dumping n'est pas illicite, mais soumis à un régime de condamnation conditionnelle, permettant le recours à des rétorsions, c'est-à-dire à des contre-mesures. Pour qu'un dumping présumé de la part d'un pays exportateur constitue un dumping condamnable, ouvrant droit à une procédure anti-dumping, 3 conditions essentielles doivent être remplies. D'abord, l'existence d'une marge de dumping. L'existence d'une marge de dumping. Au terme de l'article 6 du GATT, le dumping est une pratique qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale. À leur valeur normale. Cette infériorité de prix peut être détectée en recourant soit au prix comparable du produit sur le marché national de production ou bien au prix comparable du produit sur le marché du même produit, sur le marché d'un pays tiers, ou bien sur la base du coût de la production de ce produit. La deuxième condition, l'existence d'un dommage. L'article 3, paragraphe 1 de l'accord souligne que la détermination de l'existence d'un dommage doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et un examen objectif du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, bien sûr, du pays importateur, de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ce produit, c'est-à-dire les producteurs nationaux du pays importateur. La troisième condition, c'est l'existence d'un lien de causalité entre le dumping et le dommage causé. La démonstration d'un lien de causalité doit se fonder sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités chargées de l'enquête. Doivent être examinés ainsi les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Volume, par exemple, volume et prix des importations non vendues à des prix de dumping. La contraction de la demande. La contraction de la demande, c'est-à-dire que, à cause du pouvoir d'achat de la population, elle décide de ne pas consommer ce produit ou la modification de la configuration de la consommation. La modification de la configuration de la consommation, c'est-à-dire que les consommateurs préfèrent consommer un produit de substitution au produit soumis au dumping. Évolution des techniques de production, c'est-à-dire que les entreprises concurrentes recourent à des techniques nouvelles pour la production, alors que les entreprises
les entreprises qui subissent le dumping conservent les techniques traditionnelles de construction. Alors nous avons défini les conditions de l'existence du dumping. Maintenant, les moyens de se défendre contre le dumping ou le déroulement de la procédure anti-dumping. L'article 6 est muet sur la procédure à suivre pour imposer un droit anti-dumping. C'est-à-dire, l'article 6 ne parle plus de la procédure à suivre pour imposer un droit ou une taxe anti-dumping. Les parties contractantes étaient libres de choisir la méthode qu'elles jugeaient convenable pour préserver leur intérêt économique. Actuellement, l'accord de 1994 impose aux pays membres de l'OMC de suivre une procédure unique et commune. L'imposition du droit anti-dumping n'est possible qu'après une enquête minutieuse et impartiale menée par l'autorité nationale compétente. Alors nous avons dit que l'autorité nationale compétente est une autorité administrative. Il peut être une commission désignée par les responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette procédure se décompose en 3 phases. La première est celle de la détermination de la recevabilité à agir, c'est-à-dire du droit à agir de la partie demanderesse par l'autorité nationale. En effet, l'ouverture de l'enquête n'est pas un droit automatique. Elle est soumise à la réalisation de certaines conditions. Il doit être présenté au moins par 50% des entreprises de la branche de production nationale. D'abord, la requête doit être présentée par écrit par la branche de production nationale en son nom. Celle-ci doit être représentative. Nous avons dit 50%. Ainsi, une demande présentée par moins de 25% de la production totale du produit similaire ne sera pas retenue. Aussi, la demande doit être fondée sur des éléments de preuve pertinents. Une fois la recevabilité de la plainte admise par l'autorité nationale compétente, la deuxième phase de la procédure commence. Elle aura pour but de déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué. Chacune des parties pourra défendre ses intérêts commerciaux devant l'autorité compétente. Il s'agit donc d'une procédure contradictoire. Le demandeur défend ses intérêts et le défendeur défend ses intérêts, lui aussi, par les moyens dont il dispose. Alors, l'enquête sera en principe terminée dans un délai d'1 an. En tout état de cause, il ne doit pas dépasser 18 mois. On arrive donc à la 3e phase. Il peut se clore de 3 façons. La première issue peut résulter d'un arrangement amiable. Un arrangement amiable entre l'auteur du dumping et la partie plaignante. Si par exemple l'auteur du dumping ou l'entreprise qui recourt au dumping prend l'engagement de ne plus recourir à ce dumping, alors l'affaire sera close. La deuxième issue possible peut être le rejet par l'autorité nationale de la requête s'il estime que les éléments de preuve sur l'existence du dumping ou de ses dommages ne sont pas fondés ou non convaincants. Par exemple, marge du dumping inférieure à 2%, ou volume des importations faisant l'objet d'un dumping représente moins de 3% des importations du produit similaire. Enfin, la troisième issue, ou la troisième solution, l'issue c'est la solution. La troisième issue est celle de l'institution par l'autorité nationale d'une taxe anti-dumping. Celle-ci ne doit en aucun cas dépasser la marge de dumping constatée, c'est-à-dire la différence entre le prix
du dumping et le prix normal. Ensuite, la taxe ne doit rester en vigueur que le temps nécessaire pour neutraliser les effets dommageables du dumping. Et de toute façon, la taxe doit être supprimée 5 ans au plus tard à compter de la date de son application. La décision de l'autorité d'enquête n'est pas définitive. Il peut être soumise au contrôle judiciaire de tribunaux indépendants. Aussi, tout litige relatif au dumping peut être examiné par l'organe de règlement des différends.